Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 19 de cette Vuelta 2023. On va voir un petit peu ce qui va se passer sur cette étape relativement plate. On peut même dire complètement plate. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favori, qui vous voyez peut-être en difficulté. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment la Coupe du Monde de rugby, avec les différents matchs. Il y aura notamment le débrief de France-Uruguay. TikTok, le débrief de la mi-temps lors des rencontres de rugby, mais également le débrief juste après l'arrivée de l'étape. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. Et puis on commence tout de suite. Puis si vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks également pour soutenir mon travail. Étape numéro 19, étape toute plate en troisième semaine. Après 2 journées qui ont été compliquées quand même, 2 étapes de montagne et puis même l'étape numéro 16 qui s'est fait quand même sur un gros rythme. Donc étape toute plate, mais elle est en troisième semaine, c'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup de monde pour les équipes de sprinteurs et puis il y a une hiérarchie qui s'est formée du côté des équipes de sprinteurs. C'est-à-dire que tout le monde ne voudra pas rouler avec Caden Groves, avec Alpecin de Conin qui semble l'équipe la mieux armée de ce côté-là. Je pense pas que Molano roule pour lui, vu qu'on aura encore des choses à faire lors de l'étape du samedi. Chez Cofidis, pour Chimola, je vois pas pourquoi on roulerait. Et il y a beaucoup d'équipes. Chez EF, là encore, pour Vandenberg, je suis pas convaincu non plus. Donc il y a beaucoup d'équipes qui ne rouleront pas avec Alpecin. Ça peut peut-être donner des opportunités à certains coureurs pour tenter leur coup et avoir un échappé qui aille au bout comme cette année sur le Tour de France. Ça va pas être facile de gagner parce que ça va être une étape très intéressante, mais entendu déjà en termes de scénario. Est-ce que les équipes de sprinteurs vont s'allier entre elles ou est-ce que non? Est-ce qu'on va avoir un échappé qui peut aller au bout? Et surtout, vu que le final est très rectiligne et en plus est très plat, eh bien, qui va réussir à faire la différence dans l'échappée? Ça, c'est également une grande question qu'on peut se poser sur cette étape-là. Du côté du dénivelé positif, 919 mètres, c'est la 18e ou 19e étape dans le classement. Donc on est quand même sur une étape qui est assez plate. On est du niveau de l'étape notamment de Madrid qui aura lieu dimanche. On regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde le profil de cette étape, vous allez voir. Ça va aller assez vite sur cette journée qui est quand même pas une journée courte, 178 km de course entre la Banesa et Iscar, 178 km tout plat ou presque dans cette journée qui va traverser la région de Castille et Léon. Villa Querida, Valderas pour les 43 000 km, là l'échappée. Alors il y a 2 possibilités, soit l'échappée ça part tôt et ensuite ça se regarde un peu et il y a peut-être une possibilité de contre, soit on est sur une échappée qui met du temps à sortir avec une première partie de course rapide. Villa Frecos, Villa Bragima, on passe à Tordesillas au kilomètre 133. Je pense que c'est à partir de là où vous commencez à regarder, voire même beaucoup plus tard. Le sprint bonification, sprint intermédiaire, encore une fois, à 20 km de l'arrivée du côté de Morados pour une arrivée du côté de Iscar. On sera aux alentours de 700 mètres d'altitude pendant quasiment toute la journée. On n'est pas proche de la mer sur cette étape. Du côté de l'arrivée, on voit là encore pas grand-chose à dire parce que c'est une très belle arrivée pour sprinter. Et pour les baroudeurs, il n'y aura pas beaucoup de difficultés non plus. Avec 2 passages, un passage étroit à un peu avant 5 km de l'arrivée, un grand virage sur la droite qui sera à 2 km 300 de l'arrivée. Et puis ensuite, vous voyez, c'est tout droit. Pas de difficulté sur l'arrivée finale qui sera vent de face pour ceux qui veulent avoir les informations vu qu'on sera sur un vent de sud-ouest pendant toute la journée. Mais on ne regarde pas tout de suite la météo, c'est tout de suite l'heure de la présentation de l'histoire de cette Vuelta.
Du côté de l'histoire de la Vuelta, pas grand chose à se mettre sous la dent. Du côté de la ville d'arrivée à Iscar, c'est la première fois que le Tour d'Espagne arrivera à cet endroit-là. Il y a un seul coureur connu qui est né dans cette ville, c'est Juan Carlos Dominguez, qui a été coureur entre 1995 et 2006. Il a notamment gagné le Tour d'Aragon à 2 reprises, le Tour de Burgos également en 2005, le Tour de la Communauté de Valence en 97 ou le Tour de la région de Murcie. Donc que des courses, je dirais, d'une semaine en Espagne. Deuxième du Critérium international au général en 2000. C'est un coureur qui est passé notamment chez Saunier Duval, chez Phonak, une seule saison, chez Ibanesto, dans l'équipe Calmé, dans l'équipe Unibet également. C'est là où il a fini sa carrière après 2 ans chez Saunier Duval. Il a fini sa carrière sur le Tour du Benelux. Voilà, au mois d'août, l'une de ses dernières courses, c'était la Polynormande. Sa dernière saison, il avait fait que 30 jours de course, ce qui est extrêmement peu. Mais voilà, ça n'avait pas été une année formidable pour lui. On regarde tout de suite la ville de départ. Là, on a déjà eu une étape qui est passée sur cette ville à La Beneza. C'était en 89 sur le Tour d'Espagne, étape numéro 5, remportée par Adi Plancart devant Joaquim Hernandez, Emmanuel Roré Dominguez qui avait pris la 3e place. Et à ce moment-là, en tête du classement général, c'était Roland Leclerc, un coureur français qui courait dans l'équipe Cara Rural, parce que Cara Rural, il y a la structure actuelle, mais il y a eu déjà une équipe qui s'appelait Cara Rural dans les années 80, qui a disparu en 89. Voilà. Qui avait notamment à l'intérieur Dick Decker, pas mal de coureurs belges, un coureur belge, et pas mal de coureurs espagnols et quelques néerlandais, voilà, dans cette structure. Je regarde notamment Mathieu Hermans qui avait remporté une étape du Tour de France sous les couleurs de Cara Rural. C'était en 89. Voilà. Et un coureur qui avait fini 5e du général du Tour de France, c'était Marino Larrareta. Voilà. Vous voulez avoir plus d'informations sur cette équipe. Sinon, le Tour de Castille et Léon est passé à plusieurs reprises par cette commune, notamment en 2021 avec la victoire de Mathis Louvel devant Stefano Oldani et Mauricio Morera dans cette course légèrement vallonnée. Voilà, cette semi-classique désormais, parce que c'est plus une course par étape espagnole. Ça a été à une époque une course par étape, je crois, non ? Et maintenant, c'est une course individuelle depuis les années 2000. Je ne sais plus à quel moment c'est passé, c'est devenu une course individuelle. On regarde tout de suite la météo, des conditions bonnes, entre 25 et 26 degrés. Un temps parfois nuageux avec des grosses possibilités de pluie en début d'étape. Sur la ville de départ, on a 80% de probabilité de pluie. Le vent qui sera de sud-ouest, il sera de face pendant 85% de l'étape, puis légèrement de dos. Et puis dans le final, il sera de nouveau de face dans la ligne droite d'arrivée. Un vent entre 15 et 30 km/h qui ne devrait pas accélérer la course. Je pense qu'on pourrait avoir une étape assez lente si elle échappait pas rapidement. Stratégie, échapper avec 6-7 coureurs si elle part rapidement et qui peut garder suffisamment d'avance et aller au bout, soit une échappée un peu plus grosse mais qui mettrait un petit peu plus de temps à sortir. On peut aussi avoir la possibilité d'avoir une première échappée qui sort, on revient à 1 minute de ce groupe-là et un groupe de contre qui ressort et qui revient sur l'échappée, et c'est un membre du groupe de contre qui va chercher la victoire. Donc moi je vois plutôt des baroudeurs, parce que je me demande quand même qui va vraiment vouloir rouler avec Alpecin. Je vois pas d'équipe qui aurait intérêt à rouler avec cette formation. Du côté de mes favoris, moi je pars plutôt sur un échappé, donc j'ai mis Thomas de Rent, très discret depuis le début de course, mais il faut toujours se méfier du Belge, surtout dans une échappée. Stefan Bissegger, parce que le Suisse est un très bon rouleur et que ces derniers temps, c'est plutôt en échappée qu'il arrive
à être visible à l'écran. Jacopo Mosca, le coureur de Lidl Trek, parce que il a déjà une petite pointe de vitesse, Jacopo Mosca, et surtout je vois pas Lidl rouler pour son sprinter. Enfin, je pense qu'il a montré quand même des limites. Et puis en grosse cote, j'ai mis Cyril Barth, pourquoi pas, le coureur de la Burgos, lui aussi assez discret, dans une échappée comme ça sur le plat. Il a une bonne petite pointe de vitesse qui pourrait lui servir. Du côté du programme télé, le départ fictif est à 13h15. Non, à midi 15 même, j'ai mis à 13h15, ça doit être midi 15. Midi 15 ou 13h15, je ne sais plus. Le départ fictif. Bon, Eurosport 1 à partir de 14h30, le direct à 14h50. On sera à peu près là à 115 km de l'arrivée. Là, je suis sûr. Castromonte, c'est à 84 km de l'arrivée entre 15h29 et 15h40. Tordesillas à 53 km de l'arrivée entre 16h10 et 16h26. Une arrivée prévue entre 17h20 et 17h42. Bien entendu, on se retrouvera sur TikTok juste après l'arrivée. Le débrief sur YouTube à 21h, vous en avez l'habitude. Vous aurez le temps de le regarder pendant la mi-temps du match du rugby. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, à la prochaine sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!